Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les troisièmes jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement. Cette émission qui donne la parole à ceux qui vivent, recherchent et combattent la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, nous parlerons d'espoir. Alors, d'innovation et de courage face à ce défi au quotidien. Restez avec nous pour mieux comprendre, mieux agir et surtout ne jamais perdre confiance. Et avec moi pour aujourd'hui, c'est Olivier Saint-Gérard. Bonjour Olivier. Bonjour Francis. Oui, effectivement, Gérard n'est pas disponible aujourd'hui. Il a été retenu par un impératif personnel, mais il va bien. Donc, je suis tout seul aux manettes avec toi, Francis, aujourd'hui. Eh bien, on va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir comme des grands, sans la présence de Gérard à nos côtés, mais je sais s'il pouvait, il nous écouterait, et il nous écoutera sûrement de toute façon en podcast, puisqu'on peut réécouter cette émission en podcast ou sur la chaîne YouTube de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Alors maintenant, Olivier, comme dirait l'autre, fais péter le programme. Alors le programme, on a un programme qui se suit par rapport à celui du mois dernier. On va retrouver Marie-Justine, qui est une orthophoniste spécialisée, qui va nous parler de la voix et de la respiration, et qui va également faire un focus sur la LSVT Loud. Donc c'est un peu le pendant de la LSVT Big dont on a déjà parlé, qui est propre au mouvement. Là, c'est propre à la parole, le loud. Alors, pour les auditeurs, LSVT je ne saurais plus te le dire. C'est de l'anglais. C'est en anglais. J'ai plus exactement la signification de l'acronyme. On va être à vos soins, chers auditeurs. Ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez retrouver en tapant LSVT Loud ou LSVT Big sur Internet, vous retrouvez les définitions précises. Mais en gros, c'est ce qui amplifie le mouvement pour le Big. C'est ce qui amplifie la parole pour le Loud. Donc il y a une spécificité véritable pour l'orthophonie et une autre pour la kinésithérapie. Donc on en a déjà parlé ici avec Thierry notamment, de la LSVT Big. Donc là on va vraiment faire un focus sur la loud et on va essayer de parler également de témoignages qu'on a pu recevoir d'auditeurs, faire un petit point éventuel sur la recherche en 2025. Donc ça, je te laisserai mener la danse. Quelques petites questions diverses. Et puis oui, bien sûr. Que chacun de vous qui est atteint de la maladie se posait ou n'ose pas encore poser. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des autres et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de soi. Donc moi, ce sera avec plaisir, je partagerai mon expérience. Voilà, tout à fait. Et ma situation. Donc voilà, le programme est plutôt chargé, mais on va attaquer tout de suite avec Marie-Justine. Et le focus qu'elle fait sur la voix et la respiration, interviewée par Emmanuel Godmet, président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Tout à fait. Merci. Et on est de retour aujourd'hui avec Espoir sans tremblement, avec Marie-Justine, l'orthophoniste. Emmanuel, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour Marie-Justine. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés le mois dernier pour parler des généralités de l'orthophonie. Donc, vaste sujet. Nous avons fait passer une vingtaine de minutes ensemble. Nous avons prévu plusieurs sessions, plusieurs émissions, dont celle d'aujourd'hui, qui va évoquer les sujets de voix, articulation et respiration. On va passer 10-15 minutes ensemble. Les prochains mois, nous verrons la LSVT, qui est la méthode américaine, tous les problèmes de main et d'écriture, les problèmes cognitifs, les fausses routes déglutition, hypersalivation et le visage. Donc nous allons faire le tour du métier d'orthophoniste ensemble. Aujourd'hui, voix, articulation, respiration. Marie-Justine. Bonjour à tous et merci de votre invitation. C'est toujours avec plaisir que je parle de mon métier. Effectivement, donc là, on va parler un peu plus précisément de à quoi peut servir une orthophoniste, un ou une orthophoniste dans la maladie de Parkinson. Et aujourd'hui, plus précisément, sur les troubles vocaux, les troubles phoniatriques.
Le plus souvent, donc chez les patients parkinsoniens, on observe, donc attention aux mots un petit peu barbares, on observe ce qu'on appelle une dysarthrie hypokinétique parkinsonienne. Dysarthrie, qu'est-ce que ça signifie? Dys, c'est pour dysfonctionnement, arthrie, c'est pour l'articulation. Donc trouble neurologique d'articulation, hypokinétique, le hypo pour moins et kinétique pour défaut de mouvement. Donc tout ça pour dire que classiquement dans la maladie de Parkinson, on retrouve des troubles vocaux avec un déficit d'articulation, une articulation qui est un peu floue, un peu comme si vous parliez dans votre barbe, et une hypophonie classiquement, c'est-à-dire que la voix est moins forte. C'est ce qui caractérise le plus souvent effectivement vos troubles vocaux. Une qualité vocale qui peut être un petit peu soufflée, un petit peu éraillée quelquefois, et le plus gros souci que l'on va retrouver, c'est un problème de prosodie. Qu'est-ce que c'est la prosodie? C'est la musicalité de la parole, le fait de pouvoir aller dans les graves, dans les aigus. On retrouve souvent chez nos patients parkinsoniens, malheureusement, une voix monocorde. Voilà. Donc tout ça, ça se rééduque et ça marche plutôt très bien, soit par une rééducation classique, soit par une rééducation LSVT, mais ça on en parlera pour le prochain épisode, la LSVT qui est donc la méthode de référence de rééducation des troubles de la voix chez le patient parkinsonien qui est reconnue par la Haute Autorité de Santé. Mais ça on en reparle la prochaine fois. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les troubles vocaux? Donc une voix qui est moins forte, qui peut être soufflée, éraillée, une articulation qui est floue. Tout ça, ça s'évalue. On fait un bilan orthophonique et après, on travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on va travailler? L'idée, c'est que la maladie de Parkinson a tendance à réduire tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exagérer tout afin de rendre la chose plus aisée. Qu'est-ce que j'ai tendance à dire? J'en parlais avec Emmanuel juste avant de prendre l'émission. La meilleure façon de rééduquer la parole, c'est de parler. Donc souvent on trouve chez nos patients une espèce de timidité, les personnes n'osent plus parler. Ça ne va pas. Enfin, il faut essayer de parler parce qu'il n'y a que comme ça que votre voix s'améliorera. Votre voix est un instrument de musique. Comme tous les instruments, il faut s'entraîner. Plus vous allez parler, meilleure sera votre voix. Moins vous allez parler, plus elle sera difficile à sortir. Même si ça peut paraître difficile, c'est la meilleure des rééducations dans un premier temps. Ensuite, on va essayer de travailler donc sur ce qu'on appelle des fondamentaux. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'obtenir une voix la plus claire possible, le plus facilement possible. Donc, il n'y a que la répétition qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler tous les jours. Désolée de vous le dire. Il va falloir faire évoquer des voyelles, des les plus clairs possibles, les plus longtemps possible, avec la plus jolie voix possible. Travailler sur l'articulation. Si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à faire des beaux discours, à exagérer l'articulation. Tout ça peut paraître très artificiel, mais il n'y a que comme ça que ça va revenir en fait. Bon, vous pouvez le faire chez vous dans votre chambre ou sous votre douche si vous ne voulez pas importuner votre famille, mais ça c'est très très important. Et ce que l'on va faire en orthophonie, c'est que l'on va comparer, parce que souvent ce que l'on a, c'est que vous ne percevez pas bien votre voix. Donc nous, on a tendance à vous enregistrer. C'est pas pour faire une collection, c'est pour vous montrer votre voix telle qu'elle est, parce que on sait que neurologiquement, l'analyse de la voix est faussée chez les patients parkinsoniens. Donc on vous enregistre comme ça nous permet de voir, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, comment est votre voix. Regardez ce que j'ai enregistré, qu'est-ce que vous en pensez? Et des fois, vous vous sous-estimez. Vous pensez que votre voix est catastrophique alors qu'en fait, elle est plutôt pas mal. Et ça permet de faire ce que l'on appelle le calibrage. Calibrer votre voix. Est-ce que vous voulez que j'ajoute des choses sur la voix ou on passe à la respiration? Je pense qu'on peut passer à la respiration. N'hésitez pas à aller aussi sur le site pour voir des exercices types. Après, chaque orthophoniste aura un petit peu ses exercices types. Voilà. On peut s'inspirer aussi, si vous êtes chanteur, n'hésitez pas à vous inspirer de tout le travail préalable des chanteurs. Ça marche très très bien, c'est très efficace. J'allais évoquer cet aspect-là. Le chant est un moyen incontestablement de résoudre plusieurs problèmes, de résoudre le problème de la dépression qui nous afflige parfois, de résoudre le problème de la voix et de résoudre le problème de la respiration.
Chanter, c'est soit chanter tout seul, soit chanter en groupe. C'est de toute façon être encadré par quelqu'un. Il ne faut pas hésiter à trouver un professeur. Moi, je me suis lancé dans le chant lyrique. Autant vous dire que les critiques en famille sont nombreuses sur la qualité de mon chant, mais moi, quand je chante, j'entends pas Pavarotti. C'est ce qui est un peu prétentieux. Mais incontestablement, c'est avec la LSVT, la méthode américaine, qu'on vous expliquera à la prochaine séance. Le chant est un moyen de résoudre plusieurs problèmes que rencontre le parkinsonien. Donc, n'hésitez pas à joindre un groupe. N'hésitez pas à chanter sous la douche. N'hésitez pas à vous laisser aller, à pousser la chansonnette. Et surtout, n'éteignez pas votre voix. Continuez de parler, c'est le plus important. Vraiment, on aurait dû que... C'est une ancienne orthophoniste qui m'a formée et qui travaillait beaucoup sur la maladie de Parkinson, qui s'appelle Véronique Roland-Monoury et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle disait vraiment, on ne rééduque la parole qu'en parlant. Et c'est vrai, c'est vraiment un précepte que j'applique tous les jours. Donc n'éteignez pas votre voix. La voix, c'est l'identité des personnes. Chacun a sa propre voix. Et surtout, il ne faut pas l'abandonner. Voilà. Concernant la respiration maintenant. La respiration, oui. Oui, concernant la respiration maintenant. On peut remarquer ce qu'on appelle un problème de coordination pneumophonique dans la maladie de Parkinson. Donc pneumo, poumon, phonique, la voix. Il faut savoir que quand on respire, on ne peut parler que sur l'expiration. Donc, on inspire et sur l'expiration, on parle. Si vous parlez sur l'inspiration, c'est très désagréable. Donc, on ne parle que sur l'expiration. Voilà. Il faut le savoir. On sait qu'on peut avoir une incoordination pneumophonique, c'est-à-dire qu'on a certaines personnes, on entend les souffler. Les choses comme ça, avec un parler parfois sur l'inspire et cette voix qui est très soufflée. Pour faire, on n'a pas le temps en 15 minutes, mais votre orthophoniste vous l'expliquera très bien. Nous sommes très formés là-dessus et on sait faire de super dessins. En fait, on active nos cordes vocales grâce à l'air. L'air passe par la trachée, passe par les cordes vocales. C'est ce qui met en route les cordes vocales, c'est ce qui permet d'avoir la voix. Il faut savoir que si les cordes vocales sont un peu feignantes, on a du souffle qui se met dessus. Donc il faut coordonner tout ça. C'est une machinerie qui est très intéressante et qu'on vous expliquera très bien de façon plus précise en séance. Toutefois, sachez que la respiration, ça permet aussi de calmer le mental et ça peut être intéressant parce que on sait que voilà, les patients parkinsoniens ont tendance quand même à être anxieux et à avoir des troubles qui se majorent quand ils sont stressés ou sur le coup d'une émotion forte. Donc, la respiration, c'est toujours intéressant de la travailler. Maintenant, il y a de très très bonnes applications qui font ça très bien. Je vous recommande chaudement l'application qui s'appelle Respirelax. Vous la trouvez normalement, que ce soit sur Android ou sur iOS. Elle est gratuite. Ça vous permet de faire de la coordination un petit peu respiratoire et de la cohérence cardiaque. Très, très efficace. Moi, je la propose très souvent à mes patients en échauffement, au préalable, avant de commencer une rééducation. On fait un peu d'exercice de respiration. Et donc, je vous recommande Respirelax. Je pense que Emmanuel pourra vous la mettre sur le site internet Parkinson Vivre et Travailler. Vous avez aussi Petit Bambou qui est très intéressante. Bon, celle-là, vous avez une forme d'abonnement, donc à vous de voir si vous voulez aussi faire de la méditation. Mais déjà, Respirelax, elle est gratuite, elle est très très bien. Et sinon, vous avez les exercices classiques anti-stress, c'est-à-dire on inspire par le nez, on fait une pause, on expire par la bouche, on fait ça 3 fois. Attention toutefois à ne pas le faire trop parce qu'on peut hyper oxygéner le cerveau et on peut avoir des petits vertiges. Donc attention à l'hypotension orthostatique. Au niveau de la respiration, voilà ce que je peux vous proposer en termes d'exercice. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter peut-être, Emmanuel ? En termes d'exercice, non. Je pense que si vous voulez regarder sur le site ce qui existe, c'est intéressant. On prendra peut-être le temps, par ailleurs, Justine, de vérifier que les exercices sont toujours adaptés. Mais c'est relativement du standard, je crois. Oui. Voilà. En ce qui concerne le comportement, ne pas avoir de complexe, c'était absolument essentiel. Je pense que Marie-Justine l'a dit à 3 reprises là, pendant ces 10 dernières minutes.
il faut absolument avoir une vie sociale. Il faut absolument parler, il faut absolument chanter. C'est ce qui nous permet de nous dégager. Et ça n'est pas un travail à plein temps. Pendant quelques semaines, vous allez faire des efforts. Ça paiera. Ensuite, il faudra peut-être recommencer dans un an. C'est erratique. Mais le fait de travailler dessus est toujours bénéfique et toujours efficace. Je crois qu'il faut le dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ayez confiance en votre parole. Oui, et pensez que malheureusement, nous sommes 270 000 Parkinsoniens en France, mais sur 70 millions d'habitants, il y a quand même 11 millions de personnes qui ont des maladies longue durée. Donc, chacun porte sa croix. La nôtre, par le biais de l'orthophonie, peut être largement allégée. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller voir un orthophoniste. Donc, pour la voix, réécoutez cette émission et prenez contact avec un orthophoniste et faites-vous aider. Tout à fait. Et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des associations locales. Moi, je sais que j'exerce sur Andernos-les-Bains. Et sur Andernos-les-Bains, nous avons une France Parkinson est très très active et je sais qu'ils se réunissent plusieurs fois par mois. Ils font des restaurants ensemble et voilà, à plusieurs, c'est quand même, ça a l'air d'être moins difficile à plusieurs. En tout cas, ils ont une très bonne entente et moi, à chaque fois qu'ils me racontent leur sortie, voilà, c'est toujours des moments de joie et de partage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos associations locales. France Parkinson, qui sont des amis, effectivement, ont un maillage sur le territoire qui est au niveau de chaque département. Quasiment chaque département a un groupe représentatif et d'animation. Je pense que Marie-Justine a raison, il faut absolument vivre intensément. Tout à fait. Et je rajouterai juste une dernière chose parce que ça vient de me traverser l'esprit. Certains d'entre vous sont sûrement des patients jeunes avec des craintes parce que souvent la voix est une crainte lorsque vous êtes implanté, lorsque vous subissez une chirurgie avec une implantation d'électrodes dans le noyau sous-thalamique. L'orthophonie est très efficace là-dessus parce que souvent dans les contre-indications sur ce type d'intervention, il y a la dysarthrie qui est majorée. L'orthophonie est très efficace et la LSVT est très efficace sur ça. Donc, si c'est un frein pour votre traitement et que c'est une crainte au niveau de votre intervention chirurgicale, sachez que l'orthophonie est très, très efficace là-dessus. Donc, effectivement, trouvez d'abord un orthophoniste qui peut vous suivre avant l'intervention parce que on sait encore une fois que ça peut être l'accès aux soins, malheureusement, en France, est difficile aujourd'hui. Mais sachez que voilà, l'orthophonie est très efficace sur l'opération transcrânienne et n'hésitez pas à contacter un orthophoniste et vous pouvez discuter avec lui de toutes vos difficultés, de toutes vos craintes concernant cette intervention. Et voilà, ça fonctionne. J'en ai suivi et ça fonctionne. Très bien. Merci. La LSVT, c'est donc notre prochain rendez-vous. Tout à fait. Eh bien, merci à tous les deux. Et on se retrouve le mois prochain. Et merci aux auditeurs. Au revoir. Voilà une orthophoniste qui n'a pas la parole dans sa poche. Oui, elle est très dynamique et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça aussi jovial et qui donne envie, qui donne l'entrain, qui donne envie d'aller se faire soigner et qui donne de bons conseils. Elle a donné plusieurs exemples d'applications qui existent, donc Respirolax et Petit Bambou. Moi, je vais en donner une troisième qui s'appelle Insight Timer. Donc, c'est une application qui est gratuite. C'est un peu le concurrent, on va dire, de Petit Bambou pour la méditation. Mais qui est gratuit. Donc ça s'appelle Insight Timer. Et Respirolax, je l'ai également téléchargé, donc c'est très efficace. Ça permet de se détendre et de faire beaucoup de bien à la voix notamment, mais pas que. Aussi aux symptômes de tremblement, par exemple. Alors, avant d'attaquer la LSVT, puisque tu parlais que toi, tu as téléchargé, donc tu parlais de toi. Oui. Alors, Olivier, comment tu as découvert ta maladie, toi ? Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici à ce micro, effectivement, avec Gérard. Mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Moi, j'ai découvert ça il y a peu après mes 38 ans. Donc, j'en ai 44 aujourd'hui. Peu après mes 38 ans, j'ai constaté que j'avais comme une forme de maladresse dans mon bras gauche.
que j'arrivais à moins bouger facilement. Et petit à petit, ma femme a constaté également que j'avais perdu le ballon du bras. Donc je balançais de moins en moins le bras et je m'en rendais pas forcément compte. Et ça, je l'ai su après, mais c'est des signes caractéristiques de la maladie, puisqu'on perd les signes automatiques, les mouvements automatiques du corps. Alors, quelle est ta première réaction quand tu as appris ça? Ma première réaction, ça a été bien entendu d'aller sur Internet, ce qu'il ne faut surtout pas faire, si on veut se faire peur. Et ma deuxième réaction, ça a été d'aller voir mon généraliste. Donc je suis allé voir mon généraliste qui m'a orienté vers un neurologue assez rapidement, puisqu'il avait, je pense, compris assez rapidement ce qui me touchait, puisqu'il m'a fait faire je l'ai compris là aussi après, il m'a fait faire des mouvements un peu cliniques, puisque la maladie de Parkinson se décèle de cette manière-là avec un diagnostic clinique. Et donc quand il m'a envoyé voir le neurologue a tout de suite compris ce que j'avais et m'a de suite orienté vers des soins spécifiques et adaptés. Alors, une petite dernière, après il y en aura d'autres pendant l'émission. Qu'est-ce qui t'aide à garder le moral maintenant? Ça, c'est tout, c'est la vie, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est le fait d'être bien entouré, le fait de surtout garder espoir dans la recherche, parce que est-ce qu'elle avance justement cette recherche? Oui, elle avance très très vite, enfin de plus en plus vite en tout cas, puisque après les cancers, les maladies neurodégénératives sont les plus impactantes sur la population mondiale. Donc il y a beaucoup de fonds qui sont dédiés à la recherche sur ces maladies, que ce soit Alzheimer ou Parkinson, mais c'est les deux maladies les plus développées dans le monde en termes de neurodégénératives. Donc oui, elle avance sur différents critères, elle avance sur des remèdes, des remèdes. On n'a pas encore de remèdes, mais on a des médicaments qui arrivent, qui existent déjà, qui sont sur le marché, qui sont des antidiabétiques. On en a parlé ici avec le professeur Meissner, avec le lixisenatide par exemple, qui est encore en phase d'essai clinique, mais qui suscite de grands espoirs parce qu'il permettrait de ralentir pour la première fois la maladie de Parkinson. Il y a également des techniques non invasives avec les ultrasons focalisés. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur les réseaux sociaux. On voit cet Australien qui tremble énormément, qui tremble tellement qu'il n'arrive plus à prendre son verre pour boire de l'eau. Et à l'issue de cette opération d'ultrason par IRM, en fait, c'est pas une opération, j'ai une opération, en fait, c'est des ultrasons qui sont focalisés sur un endroit précis du cerveau et qui vont en quelque sorte chauffer très fort cette partie du cerveau, ce qui va permettre d'atténuer considérablement tous les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Donc il y a ça qui avance également. Il y a la stimulation cérébrale dont parlait Marie-Justine tout à l'heure, qui progresse aussi. Maintenant, je sais l'implant peut ajuster un peu son intensité en temps réel en fonction de l'activité du cerveau. Et donc, il y a des études en 2025 qui montrent une amélioration du bien-être et une baisse de l'énergie délivrée par rapport à la stimulation continue. Donc, c'est une thérapie qui est plus fine, qui permet d'être plus précis dans le dosage. Et alors, il y a aussi il y a d'autres sujets dont on avait parlé très rapidement ici également. Il y a la partie, comment on peut appeler ça, cellulaire, thérapie cellulaire, où il y a des implantations de neurones dopaminergiques dérivés des cellules souches qui permettraient d'afficher des signaux d'efficacité et de tolérance très importants, parce qu'il y a au Japon et en Amérique du Nord, il y a des essais qui sont en cours sur cette thérapie-là, donc c'est encore vraiment en test, mais ça suscite à la fois de l'espoir et puis c'est quasiment de la science-fiction, parce que je sais également qu'il y a OpenAI, donc qui a développé ChatGPT, qui est impliqué dans la recherche aussi sur ce sujet-là, et qui permettrait de rendre des modèles de cellules souches beaucoup plus performants que simplement avec les recherches humaines, l'intelligence naturelle. Est-ce que le génétome peut y remédier? De toute façon, on est toujours à la recherche de dons pour tout au niveau de la recherche. Donc oui, les dons servent forcément pour la recherche. Alors, il y a une question qui me taraude, moi, depuis quelque temps, là, depuis qu'on a commencé cette émission. Pourquoi Alzheimer est plus médiatisé que Parkinson? Parce qu'il y a plus de patients, je pense. J'ai pas la réponse à la question. Hein, ou est-ce que c'est parce qu'Alzheimer fait plus peur
que Oui, voilà, Parkinson. c'est ce que j'allais dire, effectivement. Je pense qu'il y a cet aspect-là, parce que Alzheimer, on perd la mémoire, on perd la notion du temps, la notion des autres, la notion de soi petit à petit. Donc c'est assez effrayant. En fait, c'est surtout effrayant pour l'entourage, puisque la personne qui est atteinte d'Alzheimer s'en rend moins compte. Mais Parkinson, on est conscient, il y a des facteurs cognitifs, il y a des symptômes cognitifs sur la maladie, mais ce ne sont pas les mêmes que sur la maladie d'Alzheimer. D'accord, écoute Olivier, moi ce que je te propose, on marque une pause musicale. Très bien. Et puis on se retrouve après avec notre avec Marie-Justine et Emmanuel. Célèbre orthophoniste. Très bien, à tout de suite. Le regard dans le vide, parfois le nez en l'air, c'est le hasard qui me guide depuis hier. Je ne sais plus qui décide, la peur ou la colère. Et l'envie en moi réside de laisser faire. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. J'ai devant moi l'horizon. J'avance sans avoir une idée de direction. Je m'égare. On est parfois de l'argile, juste un grain de poussière. Tout est, c'est vrai, si fragile, éphémère. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Et tu emportes pour la dernière fois. C'est bien pire dans ton cœur qui bat. Oui, tu emportes, c'est vrai, cette fois notre avenir, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. Et de retour sur Radio Entre-deux-Mers avec Francis, sans Gérard, et moi-même Olivier, où on parle aujourd'hui avec Marie-Justine de l'orthophonie. On a fait un focus sur la voix et la respiration. On a parlé avec Francis des avancées de la recherche sur 2025 sur la maladie de Parkinson. Et j'ai évoqué un petit peu, sous la question de Francis, quelques témoignages personnels me concernant. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve à nouveau Marie-Justine. On parlait de le faire le mois prochain, mais finalement, on va le faire maintenant, puisque c'est quand même assez intéressant. Donc sur la LSVT Loud. Et qu'est-ce que c'est exactement la LSVT Loud ? Donc on va écouter Marie-Justine interviewée par Emmanuel, notre président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Bonjour et bienvenue dans Espoir sans tremblement. Nous sommes toujours avec Emmanuel Godmet et Marie-Justine qui vont nous dévoiler aujourd'hui la LSVT. Bonjour Marie-Justine. Bonjour. Alors, nous travaillons ces jours-ci sur ces séances, tous les mois, sur l'orthophonie et les bienfaits de l'orthophonie par rapport à la maladie de Parkinson. Nous avons donc Marie-Justine qui nous initie à toutes ces thérapies. Nous avons découpé ça en 7 interviews. Nous avons déjà vu les généralités. Nous avons écouté la voix, l'articulation, la respiration,
qui sont peut-être la partie la plus importante de l'apport que peut avoir l'orthophoniste par rapport au parkinsonien. Nous voulons aujourd'hui regarder ensemble la LSVT. Qu'est-ce que la LSVT ? La LSVT est une méthode américaine. Marie-Justine sera beaucoup plus fine dans son descriptif, mais en 2 mots. C'est une méthode américaine qui est très spécifique à Parkinson, qui a 2 relais, LSVT Big en kinésithérapie et LSVT Loud en orthophonie. Cette approche est une approche d'exagération, soit de l'exercice, en ce qui concerne la kinésithérapie, soit de la voix, en ce qui concerne le LSVT Loud pour les problèmes d'articulation et de voix. Marie-Justine, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient et pourquoi cette méthode a été développée ? Quelle est sa spécificité dans un premier temps ? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, donc, et merci pour votre invitation, Emmanuel. Alors, la LSVT, il faut savoir que effectivement, c'est une méthode américaine. Il faut savoir que actuellement, c'est la méthode de référence, qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé dans le traitement des troubles vocaux de la maladie de Parkinson. Donc c'est pour ça que nous trouvions intéressant de la présenter après le chapitre sur la voix, parce que la LSVT est en fait un protocole de rééducation de la dysarthrie. Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois, la dysarthrie, c'est donc un dysfonctionnement neurologique de l'articulation et c'est un trouble moteur de la parole d'origine neurologique. Et on sait que c'est l'un des premiers troubles et l'un des troubles les plus invalidants dans la maladie de Parkinson. Donc LSVT Loud, effectivement, c'est une méthode américaine. Elle a un copyright. Enfin voilà, elle est reconnue aux États-Unis. Elle est un peu particulière. Voilà. LSVT, ça veut dire Lee Silverman Voice Treatment. C'est donc Lee Silverman, c'était la première patiente qui a pu bénéficier de ce traitement, donc originaire des États-Unis, qui a été créé par des consoeurs. Donc là-bas, les orthophonistes, on appelle ça des speech therapists ou des language therapists. Ça a été créé en 1987 par le docteur Loren Ramig et Cynthia Fox. Il faut savoir qu'au Québec, on a David McFarland qui s'en occupe. Il faut savoir que ce sont toujours ces personnes-là qui forment actuellement en France. Elles se déplacent en France. Souvent, c'est à Reims ou alors en ce moment, je sais qu'ils le font à Marseille ou alors ils le font en visio. Pour pouvoir pratiquer cette méthode, il faut être, pour les orthophonistes, comme les kinés, que ce soit les kinés ou les ergothérapeutes, il faut être certifié. Qu'est-ce que ça veut dire certifié ? Ça veut dire qu'il faut être formé par ces personnes-là, c'est-à-dire par Loren Ramig, Cynthia Fox, Angela Alpern ou David McFarland. Il faut être formé par une de ces 4 personnes, sinon vous ne pouvez pas être certifié. Voilà ce qu'on peut dire à peu près pour LSVT. Effectivement, LSVT Loud, c'est pour les orthophonistes ou les speech therapists. LSVT Big, c'est pour les kinés, les ergothérapeutes. Une précision peut-être, si tous les kinés et tous les orthophonistes ne sont pas LSVT, comment peut-on faire pour avoir à faire trouver le LSVT Oui, tout à fait. Alors, qui maîtrise le LSVT dans notre région respective. Oui, bien sûr. Alors déjà, la première chose, ce n'est pas parce que votre kiné ou votre orthophoniste n'est pas certifié que vous ne devez pas faire de kiné ni d'ortho. Vraiment, c'est un plus. C'est recommandé par la Haute Autorité de Santé, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas choisir, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas formé. C'est une formation un peu particulière. Tout le monde ne la fait pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des soins. Ça veut juste dire que vous pouvez faire ces soins-là, ce protocole-là, chez un autre praticien de façon momentanée. Effectivement, pour trouver la liste des praticiens qui sont certifiés, vous avez le site lsvtglobal.com. Donc LSVT Global, global.com. Je pense qu'on pourra mettre l'adresse sur le site Parkinson Vivre et Travailler. Et en fait, sur cette page, vous avez, alors c'est tout en anglais, je regardais tout à l'heure, normalement ça doit être traductible, sinon vous pouvez demander à votre orthophoniste ou à votre kiné de traduire pour vous. Vous avez Find LSVT Clinician, là vous pouvez taper votre région, votre adresse et ça va vous trouver tous les praticiens qui sont certifiés dans votre région. Maintenant, pour parler du protocole à proprement parler, c'est un protocole, donc ça veut dire que ce n'est pas une rééducation dans le long terme. C'est un protocole qui dure
4 semaines exactement. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un kiné ou une orthophoniste qui vous suit au long cours et faire une session de LSVT avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est très important. Ce n'est pas parce que, encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce que votre praticien n'est pas certifié LSVT que vous devez changer de praticien. Si vous vous entendez bien avec votre praticien, gardez-le. Si vraiment vous voulez faire de la LSVT, vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre. Ça dure 4 semaines et après vous retournez chez votre praticien. C'est vraiment, il faut pas que ce soit un obstacle aux soins. J'insiste. Donc ce protocole, je peux pas en dire grand chose parce qu'on est tenu au secret. Vous savez que les Américains, ils ont des clauses de confidentialité. C'est un petit peu compliqué. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un protocole qui dure 4 semaines. C'est intensif, le but, c'est, comme l'a dit Emmanuel, c'est d'exagérer. C'est-à-dire que vous allez fournir un effort important pendant 4 semaines, tous les jours. Il faut une motivation en béton parce que c'est un protocole qui dure longtemps et qui est exigeant. Mais c'est tout à fait faisable et ça marche très très bien. Donc, sur 4 semaines, vous allez avoir 4 séances d'1 heure d'orthophonie. Ensuite, vous devrez travailler 2 fois quand vous ne voyez pas votre orthophoniste, 1 fois quand vous voyez votre orthophoniste. Et ça, c'est tous les jours, pendant 4 semaines. Si vous ne respectez pas ça, vous ne pouvez pas exiger d'un protocole qu'il fasse ce pourquoi il a été créé si vous ne respectez pas les règles de ce protocole. Ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est la première chose que je dis à mes patients. Si vous voulez que ça fonctionne, vous devez jouer le jeu, vous devez suivre les règles. Donc, il faut être motivé et il faut savoir en quoi ça consiste. On va travailler votre voix de façon intensive pendant 4 semaines. Il va y avoir des exercices qu'on appelle quotidiens. Les exercices quotidiens, ce sont des fondamentaux, des A que l'on va répéter sur un fondamental, des A que l'on va répéter en aigu, des A que l'on va répéter en grave. Il va y avoir des exercices d'articulation, il va y avoir des exercices de diction. Ensuite, il y a les exercices que l'on appelle hiérarchiques. Les exercices que l'on appelle hiérarchiques, ce sont des exercices qui vont être graduellement de plus en plus difficiles. Première semaine, on va travailler au stade du mot. Deuxième semaine, au stade de la phrase. Troisième semaine, on va travailler sur des exercices de diction un peu plus poussés, sur des virelangues. Quatrième semaine, on va travailler sur du théâtre, sur de la poésie, sur du chant. On va aller graduellement vers des choses plus importantes. On va avoir des missions, parler au téléphone, prendre des rendez-vous, appeler son orthophoniste. Tout ça, tous les jours, de façon intense. L'idée, c'est de faire en sorte que... en fait, le credo de la LSVT, c'est Think Loud. Think Loud, ça veut dire penser fort. Vous pensez fort, vous parlez fort. Par cet effort continu, intense, on attend une amélioration de la voix. Voilà ce que je peux en dire en tout cas pour expliquer exactement en quoi consiste ce protocole. Pourquoi moi je le trouve pertinent ? Tout simplement parce que c'est difficile de trouver des professionnels de santé. On n'a pas forcément envie de faire de la rééducation toute sa vie. Ce protocole, il dure 4 semaines. Certes, il est intense et il demande 4 semaines où on ne fait que ça, mais après vous êtes tranquille. C'est-à-dire que dans l'absolu, on ne retouche pas à la voix dans les 6 mois à 1 an. Moi, je suis allée avec un patient jusqu'à 2 ans. 2 ans où on n'a pas du tout travaillé sa voix, où il n'a pas fait d'orthophonie. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour la sécurité sociale, pour les patients, pour nous, c'est intéressant pour tout le monde. On travaille ensemble 4 semaines et ensuite, si vous ne voulez plus faire d'orthophonie parce que vous n'avez pas d'autres problématiques que la voix dans votre maladie de Parkinson, eh bien, on ne se voit plus. On s'appelle de temps en temps pour voir comment ça se passe et c'est tout. Si par contre, vous avez d'autres problématiques, admettons une problématique cognitive, dans ce cas-là, on ne fait plus que de la cognition et la voix, on surveille de temps en temps, mais on n'y touche plus. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Après, c'est un protocole qui fonctionne très, très bien. On a beaucoup de papiers là-dessus. Je vous laisse aller sur LSVT Global où vous avez toutes les études qui ont été faites. Je sais que maintenant, ils l'ont ouverte à d'autres pathologies, d'autres pathologies qui ont des problèmes de dysarthrie hypokinétique. C'est-à-dire, je sais qu'ils l'ont fait pour la sclérose en plaques. Je crois qu'ils l'ont fait pour certains porteurs de trisomie 21. Mais voilà, c'est un protocole qui a été créé pour la maladie de Parkinson, qui fonctionne hyper bien sur la maladie de Parkinson. Vraiment. Alors, 3 petites précisions peut-être. La première, do we have to speak English for this American method? On n'a pas besoin de parler anglais pour faire le protocole. La formation est en anglais, mais elle est traduite en simultané pour les orthophonistes qui seraient intéressés. Et ensuite, évidemment, nous sommes habilités à le faire en français. D'accord, donc les élèves n'ont pas de problème d'adaptation. Exactement. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième est plutôt une information. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, tout à fait. Et troisième,
en fait, on ressort de là complètement conditionné. C'est comme pour le LSVT Big, qui est la version Kiné. L'idée est de vous conditionner à vous forcer à parler, ce qui vous permet après d'avoir une vie sociale, d'être mieux écouté, de reprendre une vie normale. L'enjeu est tout à fait important et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner et à faire la démarche. Voilà. Et après, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce type de protocole. C'est pour ça que je le précise. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des contre-indications au protocole LSVT. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il faut quand même avoir un avis du cardiologue parce que, encore une fois, on fournit un effort intense. En fait, pendant 1 heure, on va faire que de la voix et de la voix à une intensité qui est vraiment très importante. Donc, et ça tous les jours, pendant 4 semaines. Donc, si vous avez, si vous avez des soucis cardiaques, il faut quand même l'avis d'un cardiologue. Et malheureusement, pour ceux qui ont des troubles cognitifs qui sont un peu avancés, c'est pas une méthode que l'on va recommander. Ce sont les 2 grosses contre-indications. Voilà. Ensuite, tout le monde n'est pas apte à le faire, tout simplement parce que tout le monde n'est pas super motivé. Enfin, moi, j'ai des patients qui arrivent et qui me disent « Moi, ça me barbe de faire ça tous les jours pendant 4 semaines. Je préfère qu'on fasse autre chose. » C'est OK. C'est vous qui choisissez. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit au tout début de l'émission. C'est vous qui choisissez le soin que vous voulez, qui est adapté à votre pathologie, à votre plainte. Moi, je vous propose, moi ou les orthophonistes que vous allez voir vont vous proposer un éventail de savoir-faire de ce qu'ils savent faire. C'est à vous de choisir ce qui est le plus adapté à vous. Voilà. Mais par contre, effectivement, c'est une super méthode que moi j'aime beaucoup et que je trouve très très appropriée. Donc, voix, articulation, respiration, que nous avons vu la dernière fois, notre dernière interview, peut-être concomitant ou complémentaire d'une méthode LSVT qui n'est pas une obligation, mais qui est un plus. C'est ça, voilà. Alors, exactement. Nous allons nous quitter. On vous souhaite à tous de bonnes semaines. N'hésitez pas à nous appeler par le site ou par la radio, Francis. Au 05 56 61 10 85. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. Olivier, est-ce que toi, tu as fait ce protocole ? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'avoue que Marie-Justine me motive grandement quand je l'écoute à chaque fois. Et je pense que je vais m'occuper de ça très prochainement. Alors, je crois que, Olivier, tu as quelques témoignages à apporter. Oui, puisque Emmanuel en parle en demandant d'appeler la radio. J'ai des témoignages qui sont plutôt faits par écrit, puisque c'est les gens qui nous écrivent à la radio directement. Donc, je vais vous en lire. J'en ai recueilli 3, là. J'en ai sélectionné 3. Je vais vous en recueillir un premier, comme j'ai déjà fait une fois, ici, à ce micro. Alors, celui-là, c'est Jean-Luc, 62 ans, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe d'Espoir sans tremblement. J'ai été diagnostiqué il y a 4 ans, après plusieurs mois de perte d'équilibre et de douleur dans l'épaule droite. Ce n'était pas tant le tremblement qui m'a alerté, mais cette rigidité qui m'empêchait même d'enfiler ma veste. Depuis que je fais des séances de kiné et de balnéothérapie, je revis un peu. J'ai compris que bouger chaque jour, même doucement, c'est ce qui retarde la progression. J'écoute souvent vos émissions en marchant le long de la Dordogne. Vous m'accompagnez et ça, c'est déjà un vrai traitement. » Donc effectivement, ce dont parle Jean-Luc, là, c'est ce qui s'appelle la capsulite de l'épaule. Moi, dans les premiers symptômes que j'ai pu avoir, j'ai eu ça également. Donc, la capsulite de l'épaule, c'est en fait une inflammation de l'épaule qui fait qu'on a du mal, on peut même plus lever l'épaule, et c'est très très douloureux. Donc la kiné permet de complètement faire disparaître ce symptôme. Donc il a raison de dire que la kiné ou la balnéothérapie permettent de ralentir la progression et même d'améliorer les symptômes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier témoignage que j'ai pu avoir de Jean-Luc. J'ai également Claire qui nous écrit, 54 ans. J'ai mis longtemps à accepter la fatigue mentale. On parle souvent des tremblements, mais rarement de cette lenteur du cerveau, comme si tout fonctionnait au ralenti. Ce qui m'aide le plus, c'est la respiration. J'ai commencé la méthode LSVT Loud avec mon orthophoniste, et ça m'a redonné confiance pour parler devant mes élèves. Ma voix tremblait, maintenant elle vibre. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire à ceux qui débutent qu'il y a toujours une marge de progrès, même quand on pense que tout se fige. Donc là, voilà, c'est particulier. Claire est enseignante, si j'ai bien compris. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, la voix, c'est capital, puisque c'est ce qui donne l'assurance aussi à la personne qui a autorité sur les élèves. Donc si on perd la voix, si on a une voix un peu tremblotante, un peu fatiguée, en plus de la fatigue mentale dont elle parle,
ça peut être vite compliqué au quotidien. Surtout pour des personnes qui sont encore dans la vie active, comme c'est le cas pour cette personne. Donc merci Claire pour ce témoignage. Et puis j'en ai un petit dernier pour la route. André, 70 ans, qui nous dit « J'ai la maladie depuis 10 ans. Ce qui me gêne le plus, c'est le sommeil. Je me réveille toutes les 2 heures, parfois figé comme verrouillé. Mon neurologue m'a parlé de micro-sieste et d'étirements respiratoires avant de me coucher. J'ai aussi découvert la méditation grâce à votre émission du printemps dernier. Aujourd'hui, je dors mieux, pas toujours, mais assez pour ne plus redouter la nuit. Et surtout, je garde mon humour, parce que tant qu'on rit, on résiste. » Et là encore, André, merci pour ce témoignage. Et oui, c'est vrai que l'insomnie fait partie des symptômes de la maladie de Parkinson. Et effectivement, un moyen de contrer ces problèmes, ce sont les micro-siestes, c'est la méditation, c'est les exercices respiratoires, les étirements. Pas forcément juste avant de se coucher, mais dans la journée aussi, c'est très efficace. Moi-même, je suis atteint d'insomnie régulière. Et c'est vrai que la méditation peut aider. Moi, je pratique du yoga en parallèle, qui permet de redonner un peu de liant, de respiration, de coordination corps-esprit et de relaxation. Donc voilà, merci à tous ces gens qui nous écrivent régulièrement. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez des témoignages, vous pouvez appeler la radio. On a donné le numéro, le 05 56 61 10 85. On se fera un plaisir de relayer votre information. Et si vous voulez venir à l'émission, ça sera avec plaisir. Oui, que Jean-Luc, Claire ou André qui nous ont écrit, n'hésite pas à nous appeler. Ce sera avec plaisir qu'on les recevra. Vous témoignerez en direct pendant l'émission. Alors, moi, ce que je te propose, c'est, puisque on leur apporte un petit peu de soutien, oui. Eh bien, on va leur mettre un peu de musique. Allez, avec plaisir. Bon, Espoir sans tremblement avec Olivier Saint-Gérard aujourd'hui. Mais enfin, tout se passe bien, Olivier. Tout se passe bien, exactement. Finalement, on peut se débrouiller sans Gérard. Alors, j'ai encore quelques petites questions. Allez, en HLP. Au pied levé. Au pied levé. Quel conseil tu donnerais aux aidants? Parce qu'on les oublie un petit peu, ces aidants. Les aidants, c'est vrai que c'est un métier un peu ingrat, entre guillemets, même si c'est pas un métier, justement, et c'est pour ça que c'est ingrat. Il faudrait que ce soit reconnu. Il faudrait que ce soit reconnu. Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière. Oui, parce qu'il n'y a pas que le Parkinson, les aidants. Oui, les aidants, c'est pour toutes les maladies chroniques et autres. Oui, ils sont plus malades quelquefois que le patient. Et c'est vrai que c'est usant, surtout pour des générations parfois en prise en sandwich entre des enfants qui doivent s'occuper de leurs parents, leurs propres parents en tant qu'aidants, et de leurs propres enfants, qui sont en âge d'avoir besoin encore d'eux, pour la scolarité, pour les études, pour tout ça, pour le quotidien. Donc ça peut être très, très fatigant et très, très moralement épuisant. Donc, il existe des associations qui aident justement les aidants, qui leur offrent quelques jours de vacances et qui peuvent prendre leur place. Qui peuvent prendre le relais, effectivement, pour les personnes qui sont vraiment très âgées. Tout ça, c'est important. Hein. Donc c'est important de se renseigner, effectivement, de communiquer, d'en parler autour de soi. C'est toujours la même chose, de libérer la parole autour de ces sujets-là pour se soulager d'un poids et d'une charge mentale qui peut être très, très importante. Alors, une autre question, mais qui est là, beaucoup plus large. Vous, en tant que patient, comment vous pouvez aider la recherche? Alors, il y a des multiples possibilités. Moi, à titre personnel, je suis suivi par le Centre Expert, donc à Bordeaux, à Pellegrin. Et dans ce cadre-là, je me suis inscrit en tant que volontaire pour faire partie de programmes de recherche. Donc, il faut répondre à certains critères. Mais on peut faire partie de cohortes, par exemple, où il y a des prises de sang qui sont faites pour mesurer la génétique, pour savoir si on est sur une version, entre guillemets, une forme génétique plutôt de la maladie, ou au contraire une forme plutôt sporadique. Donc, il faut se rapprocher d'un centre expert, il faut en parler déjà à son médecin généraliste qui va vous orienter vers un centre expert de votre région et en faire la demande tout simplement. Après, il faut rentrer dans des critères, il y a des critères d'âge, il y a des critères d'évolution de la maladie, il y a plein de critères à respecter, un cahier des charges à respecter en fonction de l'étude qu'il peut y avoir de disponible ou pas. Parce qu'il n'y a pas des études tout le temps sur cette maladie. Moi, j'ai fait partie de plusieurs programmes. Et par exemple, le fait d'en avoir fait partie d'un m'a éliminé d'office d'autres programmes, puisque comme j'ai pris des médicaments
qui pouvaient entacher les résultats des autres études qu'il pouvait y avoir, j'étais de fait éliminé. Donc voilà, il faut se renseigner, il faut en parler, je vous dis, à son médecin généraliste ou à son neurologue. Alors, une autre question. Est-ce que pour toi, toujours pareil, ça tourne autour de toi, décidément, y a-t-il des activités ou des passions qui t'aident à mieux supporter la maladie, à mieux vivre la maladie? Oui, d'une manière générale, la sociabilisation aide, le fait d'en parler. Moi, je suis actif, je travaille à plein temps, donc déjà, tout le monde n'est pas au courant, mais dès que je peux en parler, j'en parle à mes interlocuteurs professionnels. Et le fait d'échanger, de parler de ces sujets-là ouvertement, permet de briser un petit peu l'a priori négatif qu'on peut avoir du regard que peuvent avoir les autres sur soi. Et je trouve que ça, c'est important. En tout cas, moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, parce qu'au début, Gérard l'a déjà évoqué ici, j'ai un peu masqué, j'ai pas voulu dire que j'étais malade. Maintenant, je le dis vraiment à qui veut l'entendre. Ça me permet de dégoupiller la grenade, en quelque sorte, et de me libérer d'une charge mentale vis-à-vis du regard des autres. Et après, il y a le sport aussi qui aide beaucoup, qui est vraiment une pratique libératrice. Est-ce qu'il y a un sport en particulier qui est mieux? Tout ce qui permet de faire fonctionner la coordination. Un peu cardio? Un peu cardio, un peu... Comme le ping-pong, par exemple. Le ping-pong. Le ping-pong oui, le ping-pong, France Parkinson a développé des clubs de ping-pong, effectivement, un peu partout. Ouais. Parce que justement, au niveau de la coordination esprit, corps, c'est vraiment très, très bénéfique. Ça ne nécessite pas un équipement très important. Et c'est très efficace pour la maladie. Et ma toute dernière question, si tu veux bien. Je te presse aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est bien d'échanger, c'est bien d'avoir ce partage. Et qu'est-ce que la maladie t'a appris sur la vie? Ça a permis de prioriser certaines choses et de relativiser beaucoup. Effectivement, on se prend souvent la tête avec des petits problèmes du quotidien. Là, une fois qu'on a ce genre de pathologie, on relativise beaucoup. Et puis bon, après j'ai pratiqué la méditation. La méditation aide aussi à prendre du recul sur les choses et à s'enlever du stress inutile. Et c'est vrai que c'est important. C'est très important parce qu'on est stressé au quotidien par son activité professionnelle la plupart du temps, mais aussi par les petits agacements du quotidien. Et la maladie permet de remettre un peu les choses en place. Et l'important, c'est d'être bien entouré et de continuer à vivre intensément, comme le disait Emmanuel tout à l'heure dans l'interview. Alors moi, je vais te remercier, Olivier, parce que aujourd'hui, chers auditeurs, pour Olivier, c'était pas évident du tout de faire l'émission. Oui. Et merci de l'avoir fait, Olivier, d'avoir pris sur toi et d'être venu faire cette émission en direct aujourd'hui. Merci Francis, oui, effectivement, pour expliquer aux auditeurs, j'ai changé un peu mon traitement aujourd'hui, enfin la semaine dernière avec mon neurologue. Du coup, je suis un petit peu en phase de test. Et donc aujourd'hui, c'était un petit peu plus difficile que les autres fois, mais bon, je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir été soutenu aussi par Francis. Merci Francis. Il n'y a pas de quoi. Mais de toute façon, vous voyez, chers auditeurs, vous pouvez venir témoigner. Et Olivier n'est pas bien aujourd'hui, mais il est présent, il fait l'émission. Donc on peut vous recevoir. Et au contraire, venez, ça les reboostera, ça vous donnera du moral. Exactement. Et on se retrouve de toute façon, comme cette fois-ci, le 3e jeudi du mois. Donc ça sera le 20 novembre la prochaine fois. Le 20 novembre, donc oui. On continuera avec Marie-Justine. Et on n'a pas fini avec Marie-Justine. On a encore des choses très intéressantes à voir avec elle. Et ça sera avec Gérard. Et ça sera avec Gérard cette fois-ci. Merci Olivier. Merci à tous. Merci Francis. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org.